3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Ezès est avec nous, stratégiste pour le groupe Richelieu. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être là. Pierre-Alexis Dumont est à nos côtés également. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver comme directeur des investissements de Sycomore Asset Management aujourd'hui. Et Christophe Barraud nous accompagne également. Bonsoir Christophe. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes chef économiste et stratégiste de Market Securities, notamment Christophe. Je commence avec l'économiste, bien sûr. Qu'est-ce que vous retenez du message qui a accompagné cette baisse de taux de 50 points de base, assez inédite, effectivement, puisqu'on parle plutôt d'une recalibration du réglage de la politique monétaire américaine. On ne parle pas d'une situation, a priori, d'urgence économique. Est-ce qu'il y a quelque chose de très préventif dans ce premier pas de 50 points de base délivré par la Fed hier? Est-ce qu'on est déjà peut-être dans quelque chose de curatif du point de vue macro? C'est une bonne question. Alors, on peut tirer beaucoup de choses de la conférence de presse. L'idée, c'est déjà de retenir ce qui a justifié, entre guillemets, le 50 BP de baisse. Donc, si on regarde un petit peu les prévisions de croissance, donc ça a été assez surprenant, mais ils ont revu à la baisse leur prévision 2024. Malgré le fait que le T2 était pas si mal, que toutes les données qu'on a eues ces 2 dernières semaines ont plutôt surpris à la hausse et impliquent un T3 plutôt fort, aux alentours 3%. 3% à peu près. Ouais. Donc leur prévision implicite, c'est que au 4e trimestre, on sera en dessous des 1%. Donc on sera divisé par 3 du T3 au T4. Donc ça suppose qu'ils aient quelque chose en main qu'on n'a pas. Mais bon, ça a été une justification. Le deuxième point... C'est pas le genre de prévision que vous avez pour le 4e trimestre de l'économie américaine, Christophe. Pas du tout. Et si on prend en compte toutes les données, même les données à haute fréquence sur le mois de septembre, il n'y a pas de rupture de tendance, par exemple, sur les cartes de crédit. Si on regarde les données sur les indices manufacturiers qui ont été publiés, ça indique plutôt un rebond de l'activité. Donc, relativement à l'opposé du discours. Même si, petite nuance quand même, il y a les prévisions, et durant la conférence de presse, il nous dit que tout va bien. Donc déjà, petite incohérence sur ce point. Le deuxième point, c'est le marché de l'emploi. Donc le fait que le taux de chômage remonte. Mais ça suppose de faire une hypothèse, c'est qu'il remonte, entre guillemets, pour des mauvaises raisons. À savoir qu'on ne serait plus dans le schéma actuel où le taux d'embauche diminue, mais on arriverait sur des phases de licenciement. Ce qu'on ne voit pas du tout dans les données, puisque si on prend les demandes d'allocation au chômage publiées aujourd'hui, c'est un plus bas depuis 4 mois. Ouais. Donc en gros, il y a peut-être une erreur aussi de diagnostic sur le fait que cette hausse du taux de chômage, elle provient peut-être essentiellement en fait, de l'offre d'emploi qui arrive, qui est principalement due à l'immigration. On a un boom migratoire qui a été souligné notamment par les études du Congressional Budget Office, donc qui est très très significatif. Donc la vraie question, derrière cette baisse de 50 BP, il y a 2 paris économiques. Donc que le marché potentiellement va subir un gros ralentissement, donc cyclique. Mais à mon avis, c'est plus donc ma conviction, ça s'est fait plus pour des raisons à la fois politiques, entre guillemets, et géopolitiques. C'est-à-dire politique parce qu'on sait qu'il y a des élections le 5 novembre et que on sait aussi bien que 50 BP avec un message rassurant, ça a plutôt tendance à faire monter les marchés, faire baisser les taux d'intérêt courts rapidement sur les cartes de crédit, donc ce qui peut aussi favoriser un certain nombre de ménages à très court terme. Et géopolitique parce qu'il faut financer le déficit. Parce qu'on est sur quelque chose qui est supérieur à 6 ou 7%, les intérêts sur la dette qui explosent. Donc peut-être ces 2 idées-là l'ont emporté à très très court terme parce que quelque part, on ne voit pas forcément l'intérêt, je dirais la différence entre faire 50 BP hier, 25 après, ou 25 aujourd'hui et 50 juste après les élections. Ou avoir fait 25 le 30 et 31 juillet et ne devoir que faire 25 le 18 septembre. Ça aurait pu être une autre option. Ça aurait pu être une autre option. Donc, économiquement, très sincèrement, je pense que tout le monde est d'accord qu'on pouvait justifier à la fois le 25 et le 50. Mais je pense que le biais politique et géopolitique ont peut-être contribué un peu plus. C'est ce qui a fait tomber pour vous la décision de ce côté-là, plus que du côté 25. Voilà, c'est plutôt mon sentiment personnel. Ouais, très clair. Alexandre, quel est le niveau de confort que vous avez avec cette baisse de taux de 50 points de base ? C'est vrai que pourquoi 50 alors que l'économie américaine ne va pas si mal ? Je pense effectivement, je suis plutôt du côté du fait que ils ont raté le coche en juillet et que c'est un rattrapage.
Après, ça va être le pas des baisses. Certains pensent que 50 BP, ça va être le pas classique maintenant. Ouais. Je ne pense pas. Non. Il faut avoir une prudence. 100 points de base cette année et 125 points de base l'année prochaine, c'est déjà bien et beaucoup, et ça doit rester visible. Après, il y a aussi une autre analyse qui peut être que la Fed, elle a demandé à l'emploi et l'inflation. Elle a déjà raté son choc d'inflation en 2022 en disant que c'était temporaire. Elle n'a pas agi, elle agit trop tard et finalement, elle a perdu un peu de crédibilité, elle a dû agir trop fort. Est-ce qu'elle veut, sur son deuxième mandat qui est l'emploi, faire exactement la même erreur en voyant l'emploi se détériorer et dire on ne fait rien parce que c'est juste un ajustement et une normalisation? Là, ça serait compliqué. Donc, il faut qu'elle agisse en disant on fait l'emploi, on le prend assez rapidement. On ne veut pas être en retard sur ce sujet-là. Non, si c'est sur les deux sujets, ça va être compliqué. Oui. Donc, autant faire finalement 50 ou 25, ça va. Alors, faut bien comprendre que c'était très partagé. 50-25, c'était très partagé, mais en plus, la plupart qui disaient qui pouvaient avoir 50, ça allait être négatif sur les marchés, parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et en fait, on a eu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a eu 50, mais ça a été très positif pour les marchés. C'est le plus étonnant pour l'instant. Alors, ce qui est encore plus étonnant, c'est la réaction des marchés, parce que le marché américain n'a pas bien réagi quand même. Enfin, moyennement réagi. Hier soir, en tout cas. On était en doute, ça allait en hausse, en baisse, mais on a vu les taux remonter, le marché remonter puis rebaisser, et puis c'est du côté de l'Asie que ça s'est fait, et ça a entraîné tout le reste. C'est un peu bizarre, parce que finalement, la réflexion au niveau des Américains, c'était pas Wall Street qui a donné le là hier soir. Non, on est d'accord. Il y a une particularité. Alors, est-ce que finalement... mon analyse, moi, c'est que le monde entier attendait cette baisse de la Fed. Ça bloquait tout le monde. Le pays qui va le mieux, qui resserre les vis, ça a gêné les Chinois, les Japonais qui étaient obligés de faire plus pour éviter que leur devise baisse. Enfin bref, ça libère le monde. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le monde. Pour le reste du monde. Pour le reste du monde. Ouais. Ça, c'est mon analyse. Et pour les États-Unis ? Et pour les États-Unis, on verra bien. Le risque, c'est que ça aille trop bien, que ça reparte et que l'inflation reparte. On sera même à un niveau de 2,5% peut-être. Mais si l'inflation repart à un niveau de 2,5%, on ne sait pas où ça peut aller. Et là, ça mettra à mal cette politique de baisse régulière des taux. Et on pourra avoir des hausses de taux l'année prochaine avec une économie, cette fois-ci, qui va moins bien. Donc, c'est un vrai pari que fait Jérôme Powell en disant c'est moi qui vais stabiliser la croissance et le taux d'emploi. Après, le réglage après 50 points de base de baisse, il n'est pas accommodant pour autant, on est d'accord. La Fed n'est pas en train de soutenir l'économie ou de réappuyer sur l'accélérateur aujourd'hui. Non, la Fed n'est pas en train de réappuyer sur l'accélérateur, mais prenez finalement, parce que ça s'est fait, c'est assez particulier parce que les anticipations se sont mis rapidement sur ces fameux 50 BP. Donc ça a quand même. C'est allé vite en 10 jours, une semaine, 10 jours. Ça a fait baisser les taux de mortgage, ça va avoir un impact. L'immobilier est déjà très très haut, il n'a pas baissé. Les conditions financières sont très relâchées. Les conditions financières sont très relâchées et on dit ok, on les laisse relâcher et on ne va pas les resserrer en tout cas. Donc évidemment que sur une période déterminée, la Fed reste prudente puisqu'elle a remonté son taux neutre, etc. Mais quand même, ça remet de la liquidité dans le système. À mon avis, effectivement, il y a le problème politique et géopolitique. Il y a beaucoup de tombées de dettes à des niveaux qui sont quand même importants. On parle de shutdown bientôt sur l'économie, au Congrès, sur la dette américaine. Il y a plein de choses qui font qu'il faut quand même rassurer. Il y a des échéances. L'élection présidentielle est un vrai sujet aussi. Donc il faut rassurer sur les quelques mois, quelques semaines, au moins jusqu'aux élections, et puis on verra après. Pierre-Alexis, qu'est-ce que vous comprenez de cette assurance qui a été apportée hier par Jérôme Powell ? Alors, je suis peut-être un peu naïf, mais qu'est-ce que vous pensez du discours de Jérôme Powell qui consiste à dire on aime bien ce qu'on voit aujourd'hui et on a envie de préserver ce qu'on voit, un chômage à 4,2, une économie qui reste sur une trajectoire de croissance résiliente, solide, vous qualifiez ça comme vous voulez. On voit quand même qu'il y a du refroidissement dans le pipe, peut-être sur le plan du marché du travail, peut-être à débattre, j'en sais rien, mais on a envie de préserver ce qu'on voit aujourd'hui, et pour ça, on est capable d'enlever assez vite une dose de restriction monétaire qui nous semble un peu trop élevée par rapport à ce que peut encaisser l'économie américaine. Je résume simplement, mais est-ce que je suis trop naïf d'écouter Jérôme Powell,
de manière presque littérale, quoi. Le discours est clair. Hein. Il sera là pour alimenter la bonne santé de l'économie, et quitte à être un peu préventif. Et, voilà. Mais je pense que ce qui ressort de ce qu'on a dit, de ce qu'ont dit Alexandre et Christophe, c'est que c'est vraiment un contexte très particulier de baisse de taux. Je pense que c'était l'une des baisses des taux les plus attendues, que tout le monde voulait. Depuis un an quasiment maintenant. Voilà. Dans un contexte d'élections qui sont quand même extrêmement aux États-Unis polarisé, le moins qu'on le dire, avec des programmes qui sont s'ils sont mis en œuvre, qui sont quand même assez inflationnistes, hein, donc il y a ça aussi qui peut jouer, c'est-à-dire que vous préférez baisser, quitte après à remonter, parce que là vous pouvez le faire, alors que si les programmes sont mis en œuvre, on ne pourra jamais baisser. On ne pourra jamais baisser. Voilà, donc je pense que, et en effet, à mon avis, l'économie a été un facteur 2, voire 3 dans la prise de décision de la Fed. Il fallait passer un signal. Il y a une notion de risk management, en fait, qui s'est imposée à la Fed. Voilà, on est là, on sera beaucoup plus proactif que ce qu'on a été sur l'inflation, sur la partie croissance. Voilà, et voilà, donc vraiment un signal pour essayer de rassurer. Et en effet, derrière ça, c'est plutôt en effet positif pour l'économie mondiale, puisque ça mettait en effet, même si disons, la politique monétaire est relativement accommodante aux US, elle est relativement restrictive, notamment dans les pays émergents, hors des zones. Donc là, le fait de faciliter le financement en dollars va quand même mettre un peu d'huile dans les rouages. Ça soulage un peu tout le monde. Ça soulage un peu tout le monde. Donc, d'accord. Voilà, donc je pense que c'est le point clé. Après, qu'est-ce qui se passera sur les prochaines réunions de la Fed? Je pense que là, il faut rester, à mon avis, assez humble. On est dans une situation assez particulière, avec très très peu de visibilité, on verra. Mais c'est logique que le marché le prenne bien, comme le disait aussi Alexandre. Tout l'argumentaire de ceux qui pensaient que 50 points de base c'était trop était de dire ça sera pris négativement aussi par le marché. Pas du tout. Moi, j'étais plutôt dans le discours, parce que si c'est pris négativement, c'est une vision de panique. C'est-à-dire, ils sont en retard. Mais là, urgence, les panique. chiffres sont tellement bons, ça a été assez difficile de croire que... Donc là, c'est le meilleur des deux mondes pour les marchés. C'est le meilleur des deux mondes. Après, bon, il y a quand même on fait quand même tourner un peu la planche à billets, quoi. Faut quand même en avoir conscience. C'est-à-dire qu'on alimente déjà une économie qui est surdopée. Voilà, à terme, voilà, ça pose toujours en fond le caractère soutenable de ce type de politique à moyen long terme, hein, avec des déficits considérables, des taux de chômage qui sont quand même extrêmement bas, et en plus qui sont dopés par le fait qu'il y a une immigration massive qui fait que normalement, même s'il n'y avait pas eu cette immigration, alors on ne sait pas où seraient les taux de chômage. Voilà, donc on a vraiment, c'est vraiment une économie qui est dopée à la testostérone aujourd'hui. Et pour l'instant, le message, c'est que le moteur américain va rester là. Et donc c'est tout à fait normal que les banques... Et ça ne me semble pas illogique que le marché américain, dans un premier temps, ait eu un petit peu de prudence. Un petit doute. Et derrière... Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Soit les bourses du reste du monde, du monde qui le prennent bien, parce que eux, en effet, ça met de l'huile dans les rouages. Bon, le marché US le prend bien. Là, en deuxième lecture, aujourd'hui, il n'y a pas de doute. On prend 2,5-3% sur le Nasdaq au moment où on se parle. Donc voilà. Alexandre? Non, après, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces baisses des taux vont avoir un impact, s'il y a récession, est-ce qu'elles vont avoir un impact sur l'économie? Parce que finalement, les hausses des taux, on se rappelle, en 2022, Jérôme Powell a dit on va faire souffrir les entreprises, les ménages, etc. Ça s'est pas passé. Pas fait. L'immobilier est au plus haut, les marchés actions étaient au plus haut. Et donc, à l'inverse, on peut imaginer quand même que ces hausses de taux n'ont pas du tout d'impact sur ce qui va se passer naturellement. Il y a le cycle, quoi. Il y a le cycle. Oui. Mais en fait, finalement, tout a suivi un cycle et que ces hausses de taux n'ont pas eu véritablement d'impact. Donc, pourquoi les baisses de taux auraient un impact sur l'économie? Non, mais ils accompagnent le cycle, quoi, de ce point de vue-là. Christophe? Non, mais c'est simple. Enfin, pourquoi elles n'ont pas eu d'impact? C'est sur le plan fiscal. C'est vrai. Ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient avec l'IRA et le CHIPS Act.
Donc dans l'autre sens, à mon avis, ça peut avoir un impact, d'autant... Sans le pilier budgétaire, on aurait vu l'impact des hausses de taux. Ah bien sûr. Oui. Et s'il y a récession, c'est pas 6-7 de déficit, mais c'est 10-12. Et là, on leur dira, il faudra se calmer sur les dépenses. Donc je pense que ça, dans l'autre sens, Ça peut avoir. C'était une situation relativement exceptionnelle. Dans cette ambiance de Fiesta Dovish, Christophe, il y a quand même une petite partie finale de la conférence de presse de Jérôme Powell, qui est peut-être un peu moins commentée aujourd'hui, mais j'ai peu de doutes sur le fait que ça va devenir ou redevenir un sujet fort. C'est la question de la destination finale, du point d'arrivée. Et de ce point de vue-là, Jérôme Powell, très dovish pendant la conférence de presse, laisse quand même entendre que le point d'arrivée, il est peut-être pas là où les marchés le situent pour 2025 ou 2026. Et il s'interroge ouvertement désormais sur où en est le taux neutre, donc le taux qui ne génère pas de friction dans l'économie américaine, le taux d'équilibre. Et son sentiment, il l'avoue clairement, est plutôt que ce taux neutre a peut-être été relevé de manière presque significative. Ça se traduit d'ailleurs, je crois, dans les projections, ou la mise à jour des projections aussi, Christophe. Ouais, dans le DOTS final, il était très légèrement revu à la hausse, mais c'est surtout, en fait, c'est à partir du moment où il a parlé de ça que les taux obligataires, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ont commencé à remonter. Ouais. Alors, c'est un vaste débat, parce que le taux d'intérêt d'équilibre, c'est quelque chose qui peut varier au cours du temps. Tout dépend de l'hypothèse qu'on fait, encore une fois, sur le fiscal. Ça suppose aussi de se faire beaucoup d'hypothèses sur toute la politique de transition énergétique, parce que c'est là d'où viendra vraisemblablement le coût. Mais quoi qu'il en soit, on sent bien que, il y a un vrai doute sur le point d'arrivée. Ouais. D'autant qu'on est dans un monde où il y a un secteur particulier, et ça a été évoqué, c'est le marché immobilier. Une problématique qui est aux États-Unis, mais qui est aussi dans d'autres pays développés, c'est l'offre de logement. Et il y a un problème d'offre, il y a une demande, et si en plus on rajoute l'immigration par-dessus, c'est ce qui fait qu'aux États-Unis, on a beau relever les taux d'intérêt, les prix immobiliers ne baissent pas. Et ça sous-entend qu'on peut avoir une inflation peut-être finalement en rythme de croisière qui soit plus élevé que prévu. Et à la fin de sa conférence de presse, il a justement dit sur la partie housing, c'est clair qu'on n'est pas du tout là où on voudrait être. Et c'est peut-être entre guillemets là où il y a encore un échec. Parce que même si on peut critiquer la mesure du CPI, il y a un effet retard. Globalement, ce qu'on appelle les market rents, la croissance est revenue à quasi nulle sur une offre massive de logements qui était revenue de manière temporaire. Mais là, si on regarde le cycle à 3 ans devant nous... Ça repart. D'accord. OK. Donc, il y a un vrai quid aussi là-dessus. Donc, c'est plusieurs facteurs selon les pays, mais qui reviennent quand même. C'est l'immobilier, l'offre de logement, la transition énergétique et le niveau de la dépense fiscale dans une course géopolitique où tout le monde a tendance à dépenser. Qu'est-ce que ça change, Pierre-Alexis, du point de vue de la gestion, de l'investissement ? Alors, c'est vrai que depuis, on voit des réactions de marché assez puissantes. On voit d'ailleurs revenir sur le devant de la scène, je sais pas, c'est par exemple le secteur du luxe en Europe, c'est par exemple des secteurs un peu cycliques industriels qui avaient rendu pas mal de performances. On avait plutôt tendance, ces derniers jours et ces dernières semaines, à évoquer des secteurs défensifs comme étant revenus sur le devant de la scène, la santé, les télécoms, les utilities, etc. Est-ce que là, il faut se préparer à un nouveau pivot en termes de régime de marché, ou est-ce que les réactions du jour sont peut-être juste un peu épidermiques par rapport à ce qu'on observe depuis cet été, par exemple ? Là, je pense qu'il y a des phénomènes de correction. Et faut de remise à niveau un peu des choses, quoi. D'accord. Historiquement, en période de baisse des taux, c'est les secteurs défensifs qui proxy bonds, ceux qui sont liés le plus au marché obligataire. D'accord. Voilà, l'immobilier, j'ai pas cité l'immobilier, mais enfin on en parle. L'immobilier, les foncières cotées, l'immobilier, c'est assez normal qu'il en profite. Qu'il en profite, c'est évident. Ça, c'est un proxy bonds, baisse des taux, en plus avec un énorme déficit dans tous les pays développés d'offres. Du fait de la hausse des taux qui a complètement paralysé la construction. Donc non, là-dessus, ça c'est assez naturel que ça en profite. Non, après, normalement, baisse des taux plus élection, le phénomène, nous, en quel on pense que ça peut être durable, alors c'est pas qu'on l'a dit 10 fois, je vais le dire une 11e fois, c'est le broadening, le phénomène de diffusion.
Voilà. C'est-à-dire que voilà. Ça, pour moi, c'est la tendance de l'été, ça. C'est ce qu'on observe Oui, depuis cet été, oui. quand même. Et voilà. Mais là, on a des éléments supplémentaires. Les élections sont en général, en plus, on a plutôt des programmes qui sont pro, petite et moyenne valeur, très favorables aux Très grosse réaction des small cap US depuis hier, oui, d'ailleurs. Tout à fait. Non, mais c'est assez normal. Et plus le phénomène électif, normalement, vous avez en effet beaucoup plus de visibilité après les post-élections. Et ça, c'est positif pour les petites et moyennes valeurs en général. Donc ça, je pense qu'on peut... Cette fois, il y a quelque chose, on quand peut, même. à mon avis, avoir quelque chose qui dure plus que 3 mois. Voilà, parce que voilà, puisse être une tendance un peu qui plus passe pérenne. Une Ok, tendance très un peu clair. plus pérenne. Alors, ce sera, à mon avis, voilà, ce sera d'abord une vision hors des méga caps, plutôt large cap, puis potentiellement après un peu plus large. Mais voilà, l'autre point, c'est que notamment aux États-Unis, les petites et moyennes valeurs, ce sont les valeurs endettées. Oui. Et donc, si vous baissez agressivement les taux, ça va évidemment faciliter fortement, le refinancement de ces valeurs, et la partie financière sur les... C'est moins le cas sur des indices small et mid européens, par exemple. L'Europe, vous avez des phénomènes de capillarité, mais c'est un peu moins... La réaction est moins puissante sur nos small cap françaises ou européennes. Là, aujourd'hui, on va avoir aussi des baisses de taux en Europe. Voilà, je pense que ça peut jouer. Après, sur la partie, à mon avis, européenne, comme les surperformeurs sont assez différents des surperformeurs américains, ça dépendra aussi pas mal de la Chine et du rebond chinois ou pas. Si, comme nous on le pense, on a plutôt une Chine qui risque de décevoir un peu. Encore Oui. Oui. On pense que malheureusement... Jusqu'elle a déjà déçu, c'est pas malheureusement, on a les phénomènes d'une bulle immobilière qui éclate, et eux sont en quasi-déflation. Donc, et à notre avis, pour en sortir, il faut une relance massive, et c'est ce qu'ils ne font pas. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de raison que le facteur chinois redevienne un facteur plus positif pour les marchés. Voilà, ce qui est assez positif sur les baisses de taux, c'est notamment les matières premières. Si vous avez une Chine qui est un peu en retrait, voilà, ce type d'anticipation-là, on ne les a pas. Nous, on est plutôt sur les phénomènes mid-cap. Sur la partie défensive, sur le cycle, il faut être sélectif, mais vous avez des cycles qui vont beaucoup, des secteurs cycliques qui vont beaucoup profiter de la baisse des taux. C'est-à-dire que si l'idée, c'est de prolonger le cycle, effectivement, à un moment, ça doit se retrouver aussi dans les secteurs cycliques. L'immobilier, tout ce qui demande des financements, même l'automobile. Aux États-Unis, la baisse des taux, ça va aider. Qu'est-ce que ça change? Alors, les 50 BP de la Fed, mais plus que ça, le cycle de baisse de taux qui a déjà commencé un petit peu derrière nous, d'ailleurs, Alexandre. Il est déjà largement anticipé. Oui. C'est toujours bien sûr. le sujet de l'anticipation. C'est vrai qu'il est largement anticipé. On parlait des secteurs un peu plus défensifs, les secteurs collectivités locales, les télécoms, etc. Ça a, depuis 3 mois, en fait, justement, dans cette dynamique de baisse des taux, plus de ralentissement, puisque c'était le ralentissement et la baisse des taux. Là, c'est la baisse des taux et pas de ralentissement. Donc, ça change un peu. D'ailleurs, aujourd'hui, dans un marché aussi, on voit que tous ces secteurs-là sont plutôt en baisse. Ça n'entraîne pas tout le marché. Cet afflux de liquidité va sur des valeurs qui avaient été justement pour le rallentissement mis à défaut. Le luxe, par exemple. L'automobile, pour différentes raisons. D'ailleurs, les chiffres automobiles ont été très mauvais. Très mauvais. Pour les constructeurs européens. Et pourtant, ça monte aujourd'hui. Donc, on voit bien l'afflux de liquidité. On essaye d'acheter des valeurs qui n'étaient pas... Et ça, c'est un signal ou c'est un faux signal, ce qu'on voit aujourd'hui pour vous? Pour le coup, je dirais pour l'automobile, c'est plus compliqué parce qu'il y a vraiment des tendances de fond. On parlait de la Chine. Pour l'Europe, la Chine, c'est plus l'endroit, l'Eldorado. J'entends. Il y a de la concurrence. Pour l'automobile en Europe, c'est plus la Chine qui compte que la baisse des taux de la Fed, quoi. D'accord. Le cas d'école, c'est Starbucks qui se développe. Il y a tellement de concurrents au fur et à mesure, en fait, c'est une histoire qui est sans fin. C'est-à-dire qu'on s'implante, on a un succès, les concurrents arrivent. La concurrence nationale monte, et on se retrouve sorti du marché. Oui. On achète local, on veut acheter local chez nous, ils achètent local aussi. C'est pareil, donc c'est un phénomène global de déglobalisation. Mais sur le luxe, effectivement, la Chine déçoit, on commence à avoir quelques réformes. Les réformes massives, elles ne se feront pas parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la capacité de le faire. À chaque fois, ça a été 2 échecs
incroyable. 2009-2014, ça a créé des bulles immobilières. Ils essayent de gérer cette bulle immobilière. Ça va permettre à la Banque centrale chinoise de baisser un peu les taux et les réserves obligatoires. C'est ça qu'il faut faire, c'est du money management pour ne pas recréer une bulle et en même temps essayer de... je comprends. Contenir la situation, quoi, c'est ça. D'accord. On voit quelque chose quand même, c'est pas depuis hier, mais depuis quelques jours, une hausse de la devise chinoise. Ouais. Ce qui était quand même bien. Il commence à avoir une confiance. En tout cas, la baisse de la Fed va aider aussi la Chine à commencer à mettre en place peut-être des réformes. Et puis, ça, c'est un risque aussi, parce que si la Chine démarre trop fort, ce qui n'est pas du tout notre, mais ça recréera de l'inflation. C'est qu'on en parlait de ça, de ce risque, effectivement. Mais la Chine exporte sa déflation. Et les exportations chinoises sont à des niveaux incroyables. Donc, pour le coup, alors il va y avoir les barrières douanières certainement, mais c'est aussi, ça nous arrange pour l'instant pour faire baisser l'inflation. Ça contient le risque inflationniste, c'est ça. Et puis on a vu, regardez aussi sur l'activité quand même, les matières premières, notamment le pétrole, remontent. On va avoir cuivre, pétrole, l'OPEP, la réunion de l'OPEP en octobre, début octobre. L'Arabie Saoudite en premier ne veut pas d'un Brent à 70, d'un WTI à 70 $. C'est pas possible. Donc on va essayer de refaire monter aussi le pétrole. Et si le pétrole remonte, on verra ce que fait la BCE, mais c'est un vrai sujet sur la BCE, parce que la BCE n'est pas à la Fed. En tout cas, elle n'est ni market-friendly, ni pro-croissance. En tout cas, ce n'est pas du tout ses mandats. Et elle va regarder l'inflation et on va voir si elle réagit et si la Fed lui a donné, en tout cas, les moyens d'agir plus. Ouais. Bon, Christophe, est-ce que ça ouvre de nouvelles perspectives pour la BCE, cette première baisse de taux de 50 points base et le ton dovish qui accompagne cette baisse de taux de la Fed? Alors, ça peut ouvrir des portes sur le fait de se poser la question sur octobre, qui aujourd'hui ne semble pas être une question, ça semble être un peu tôt. Néanmoins, ça fait remonter les probabilités dans le sens où on aura le chiffre d'inflation de septembre qui vraisemblablement sera pour la première fois sous les 2%. Donc ça peut être un motif. Et surtout, quand on regarde un paramètre qui est bien regardé par la BCE, c'est l'euro donc pondéré en fonction de d'autres monnaies qui est au plus haut depuis... Taux de change effectif de l'euro pondéré par rapport au poids des échanges commerciaux qu'on a avec les grands pays avec lesquels on échange. Des années, et qui généralement très regardé par la BCE, dans un monde où la Chine continue, du moins sur tout un tas de segments, de l'exporter de la déflation. Et économiquement, sur l'impulsion de croissance, on voit bien que artificiellement, on aura un T3 positif, plutôt bon, avec la France, les Jeux Olympiques. Mais à partir du T4, c'est pas le même monde. Il faudra retracer de cet effet-là. Et on voit bien qu'il y a un pays qui souffre très très fort, c'est quand même l'Allemagne. La Bundesbank, aujourd'hui, a dit que vraisemblablement, ils étaient en récession technique. Et on voit pas trop bien comment les Allemands peuvent s'en sortir dans un schéma où, fiscalement, c'est très compliqué de faire une exception sur le déficit, sachant qu'ils ont des élections l'année prochaine, qu'ils ont eu beaucoup de mal à se mettre d'accord sur le déficit précédent. Donc eux ne bougeront pas. Et en France, on est plutôt quand même dans le schéma où on va plutôt avoir des prélèvements plus élevés, ou du moins ils ne vont pas baisser. Donc France-Allemagne, déjà, on voit que le momentum économique à venir n'est pas génial. L'inflation qui se tasse, marché de l'emploi qui vraisemblablement, maintenant pareil, va potentiellement se détériorer aussi. Donc là, il y a un boulevard, quoi. Vous êtes en train de décrire quand même l'idée qu'il y a un boulevard pour la BCE. En tout cas, pour décembre, c'est sûr à 100%. Et pour octobre, il y aura une petite question. Maintenant, eux ne sont pas du tout dans dans l'anticipation. Ils sont historiquement beaucoup dans la réaction. Donc pour les convaincre, ce sera plus compliqué. Mais ça ouvre, je pense, un boulevard pour la suite. Parce que l'inflation domestique, qui est leur principale préoccupation, avec des salaires qui vont baisser 2025, 2026. On ne voit pas bien d'où elle va venir l'inflation, puisque si sur le chiffre de l'inflation européen, l'immobilier, pétrole, l'impact... Alexandre citait le risque pétrole. Si jamais le pétrole, effectivement, se mettait... On a baissé quand même au moins 10% cet été sur le pétrole. Ça a quand même pas mal baissé. Oui, puis la moyenne à 12 mois, c'est autour de 80-85. Donc c'est encore inflationniste. Est-ce que ça peut venir d'une inflation importée? Est-ce que ça peut être ça le risque pour la BCE à ce stade?
L'euro s'apprécie, le pétrole a baissé. Le rebond de l'inflation, en fait, l'inflation sur la partie bien, qui est plus, je dirais, un peu cyclique et qui dépend de la macro court terme, et la partie service qui est plutôt des côté salaire, côté inertie. Le côté salaire, côté inertie, c'est un peu élevé aujourd'hui, mais on se dit que tout est axé pour qu'elle se normalise l'année prochaine. Maintenant, sur la partie bien, ça dépend aussi de la tendance macroéconomique sous-jacente en Europe. Et là, on sent bien qu'on est, si on fait 1% en Europe l'année prochaine, ce sera déjà pas si mal que ça. Donc, finalement, le choc d'inflation en Europe, c'est plus un choc externe qui peut arriver, mais on peut aussi avoir des bonnes nouvelles, parce que je prends un cas comme ça, si vous avez un Trump qui arrive à résoudre le problème Ukraine-Russie, vous avez le prix de l'alimentation qui perd 30% le lendemain. Donc, voilà, on est revenu sur la ligne des 2% en agrégé, avec des services qui vraisemblablement vont se tasser l'année prochaine et des biens qui peuvent légèrement réaccélérer, mais on sent qu'on a cette convergence à nouveau vers la zone des deux. Oui, d'accord. Bon. On verra, prochain meeting, c'est mi-octobre, c'est ça pour la Banque Centrale Européenne. Le cas d'investissement européen, comment vous le regardez aujourd'hui, Pierre-Alexis, parce qu'on se parle, le stock 600 est quasiment au plus haut au moment où on se parle. Le DAX aussi ne doit pas être très loin, malgré les difficultés économiques de l'Allemagne. Il y a le cas français, le cas qui effectivement accuse désormais un peu de retard, on va dire, depuis quelques mois. Mais qu'est-ce qui peut être intéressant dans le cas d'investissement des actions européennes aujourd'hui, là ? Pour un investisseur global aussi qui peut-être cherche à se redéployer un peu. Exact. Alors, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue top-down, l'Europe, si vous regardez un peu les arguments objectifs... Oui, ça ne fait jamais rêver. Oui. Là, on est d'accord. Ça, on a l'habitude. Voilà. On a l'habitude d'aller au-delà de cette lecture-là, Pierre. Et on a l'habitude. Et donc, non, ce que je veux dire par là, c'est que le pessimisme, il est très bien ancré en Europe. Oui. Voilà, ça, c'est... Aussi bien que les anticipations d'inflation. Voilà. Et donc, très bien. Voilà, et donc ça, c'est facteur d'espoir. Voilà. Très bien. Non, mais je le dis ça en plaisantant, mais non, clairement... Faut avoir ça en tête. Et on a quand même un certain nombre d'éléments qui sont des éléments relativement positifs. En effet, pour l'Europe, qui sont grosso modo une baisse des taux, qui va quand même aider la conjoncture, des niveaux d'anticipation top-down qui sont extrêmement dégradés, et on a vu quand même... Ça se voit dans le momentum bénéficiaire aussi, il y a de la place pour des surprises plus positives du point de vue des bénéfices des entreprises européennes. Alors non, mais là, si vous regardez le top-down et le bottom-up, le bottom-up tient beaucoup mieux que le top-down. D'accord, ok. Mais tout simplement parce que le périmètre et le gisement européen est plus exposé à la croissance mondiale qu'à la croissance européenne, sur les grandes capes. Donc là, aujourd'hui, vous avez un peu de monde, c'est-à-dire que d'un point de vue économique local, c'est quand même... morose, c'est très morose. Médiocre. Et sinon, sur les publications, c'est plutôt une année qui est correcte. C'est pas une année extraordinaire comme on les a eu post-Covid, mais c'est une année qui est très correcte. Donc là-dessus, voilà. Et donc, nous, ce qu'on a regardé, c'est qu'on a fait un espèce de parallèle avec des années de croissance molle. Voilà, les années de croissance molle, c'est la sortie de la crise, c'est 2010-2019 où on a eu zéro croissance de bénéfices en Europe, et pourtant on a eu des marchés qui se sont relativement bien tenus. D'accord. Voilà. Tout simplement parce que... c'était la période des taux bas aussi. Oui, c'est la période des taux bas, mais on est en train de réenclencher la période de taux. Non, mais voilà, là-dessus, il y a des différences, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une une période de croissance molle ne veut pas dire des marchés d'actifs risqués déprimés. Ça, on a déjà eu ces phénomènes-là, et on a eu, c'est vrai aujourd'hui, des marchés actions qui sont très bien tenus en masse, mais si vous regardez un peu en médiane, voilà, vous avez toute une partie du gisement européen qui est pas du tout au plus haut, voire qui est à la cave. Oui, même pour dire les choses. Voire la cave. Donc il y a une capacité
à notre avis, à aborder ça. Mais évidemment, ça va nécessiter de la sélectivité, hein, ça c'est clair, mais aussi une capacité à bien analyser la résilience opérationnelle de l'entreprise. Ouais, des modèles. Nous, on pense qu'on rentre dans une nouvelle phase, donc les gagnants d'hier ne seront pas forcément les gagnants de demain dans ce contexte-là, en plus avec le ralentissement chinois. Donc il y a des choses à faire sur la partie européenne, mais oui, ça nécessitera de la sélectivité. Un secteur leader en Europe depuis 2 ans maintenant, c'est le secteur bancaire, par exemple. Voilà. Et la requantification, alors, Alexandre, la requantification peut leur faire du bien. Encore Après les années 2019, effectivement, ou 2010, à l'inverse de ce qui se passe actuellement, c'est que l'année précédente avait été sur les marchés très compliquée et avec des bénéfices qui étaient plutôt, en tout cas pour 2017, avaient été très très bons. Et finalement, le marché avait fortement monté. Donc il y a toujours un décalage entre les bénéfices et ce qui se passe sur les marchés. Et c'est vrai que sur l'Europe, la croissance molle, c'est plutôt le meilleur chemin. C'est-à-dire quand on a une croissance trop forte, la BCE est là parce qu'elle a toujours peur, effectivement, d'une surchauffe. Et c'est plutôt le meilleur des scénarios, c'est la croissance molle. C'est l'équilibre qui nous convient, quoi. C'est l'équilibre qui nous convient. Après, sur les indices, c'est vrai que c'est compliqué mais comme aux États-Unis, vous enlevez les 10 plus gros performeurs, le marché américain n'a pas tellement monté que ça. Donc, on le voit sur les small caps qui sont en train de revenir. Le small cap, ça fait des années de sous-performance historique entre les large cap et les small cap aux États-Unis. Donc, mais là, il faut s'y intéresser maintenant, cet univers des petites et moyennes valeurs, des petites et moyennes capitalisations. Est-ce qu'il y a un changement de paradigme avec la baisse des taux, c'est-à-dire qu'on passe dans un... Peut-être, effectivement, que nous, on pense... c'est un peu particulier, mais on pense qu'il faut être bien balancé. C'est-à-dire qu'il y a à la fois avoir des secteurs défensifs et il ne faut pas avoir des gros paris parce que... on peut faire ses barbells, comme on dit, on peut être un peu aux deux côtés de la corde, quoi. Nous, le secteur bancaire, on aime bien. Alors, il y a le risque français qui est toujours présent, mais en tout cas, on a vu Unicredit, Commerzbank, il y a des choses qui sont en train de se passer. Un mot, ça donne quoi comme signal, Unicredit, Commerz ? Non, mais ça donne le fait que, enfin, les deals transfrontaliers peuvent peut-être se faire et que la grande concentration du secteur bancaire voulue par les BCE peut peut-être à un moment arriver. Et donc ça va être des cibles, il y en a peut-être quelques-unes en France, il y en a en Espagne, Banco Santander et à l'affût. Donc il y a des choses qui vont se passer en termes de M&A sur ce secteur-là. Et ça rapporte ça met encore de la valorisation, une couche de valorisation supplémentaire au secteur bancaire. Bien sûr, le secteur bancaire est très loin d'être au plus haut, évidemment. Des services, alors ça a un peu monté, mais on est encore sur des niveaux de valorisation. Les services aux collectivités, évidemment, là, une journée comme ça, mais quand on voit en Espagne les Endesa et Iberdrola, il y a des investissements formidables qui sont en train de se faire sur l'hydrogène vert, sur le solaire. Enfin, c'est aussi des entreprises qui ne sont pas des entreprises ennuyeuses. Non, bien sûr que non. Qui sont encore pas chers. Donc il y a plein d'arbitrages à faire et c'est vrai que le secteur, l'IA, la techno, les semis, c'est aussi des secteurs qu'il faut regarder aussi parce que c'est une croissance très long terme. Et, c'est pas parce que depuis quelques semaines ça baisse un peu que c'est des secteurs un peu comme le luxe il y a un an. C'est très consensuel. Donc il y a un moment quand ça doit corriger, les arbitrages ils se font tant qu'en fait pour nous quand on écrivait que tant que l'IA, en tout cas la techno ne baisse pas très fortement, les marchés peuvent tenir par rotation. Par rotation. Je comprends. Si ça lâche, si le secteur, l'intelligence artificielle lâche, là tout lâche. On n'y est pas encore, effectivement. Non. Ça tient, pour l'instant, ça tient bien. Ça a un peu retracé, mais pour l'instant, ça tient bien. Sur les banques, oui, Unicredit, Commerz, je ne sais pas, on en a parlé plusieurs fois déjà dans cette émission, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis, Pierre-Alexis. Non, mais ça fait partie des secteurs qui sont très, très bénéficiaires des taux, l'immobilier avec... C'est normal que ça arrive maintenant. Enfin, je veux dire, c'était impossible pendant des années, mais maintenant, là, ça redevient possible, quoi. Moi, ce que j'ai gardé en tête, c'est que les grands phénomènes macro sur le monde action, faut s'en méfier, donc il faut vraiment aller sur la première, vraiment les secteurs qui sont bénéficiaires nets directs. Les bénéficiaires nets indirects, on l'a vu avec la hausse des taux et l'IA, les secteurs à duration longue, ça a monté quand les taux ont monté. Donc, nous, on s'intéresse vraiment au secteur financier qui est un bénéficiaire net, aux utilities, c'est un bénéficiaire net. Voilà. On essaie de pas trop extrapoler sur d'autres secteurs qui en plus sont touchés par d'autres phénomènes. Il y a le phénomène de la Chine.
il y a des changements technologiques et autres qui font que ces anticipations-là sont souvent... peuvent être prises à contre-pied, c'est ça. Même sont très souvent prises à revers. Voilà, exactement. Bon, merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour débriefer cette décision qui restera historique quand même, d'entamer un cycle de recalibration monétaire aux États-Unis avec une baisse de 50 points de base sans facteur exogène particulier. Ça reste une décision historique. Christophe Barraud était avec nous, chef économiste et stratégiste de Market Securities, Alexandre Ezès, stratégiste du groupe Richelieu, et Pierre-Alexis Dumont, directeur des investissements de Sycomore Asset Management.